Dans cette capsule, on va voir le concept de minimisation de pertes. Alors, on a vu l'algorithme du perceptron et on a vu une règle pour modifier les paramètres pour que le perceptron apprenne à faire de moins en moins d'erreurs. Maintenant, ce qu'on va voir en fait, c'est qu'on peut dériver l'algorithme du perceptron avec un principe un peu plus général pour dériver des algorithmes d'apprentissage. Et un des avantages de ce principe-là, c'est qu'en fait, on va être en mesure de développer plusieurs autres types d'algorithmes d'apprentissage à partir du même principe. Donc, ce principe-là, ça s'appelle le principe de la minimisation de pertes. Et l'idée, c'est de voir le problème d'apprentissage comme un problème d'optimisation. On essaie d'optimiser une perte moyenne sur notre prédiction pour chacun des exemples d'apprentissage. En fait, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque exemple d'entraînement, on va essayer de minimiser une distance qu'on va appeler perte, en fait, avec une fonction de perte qu'on appelle loss ici, qu'on note loss ici, qui compare la cible YT qui est attendue pour le TM exemple d'entraînement avec notre prédiction faite par notre modèle, par exemple notre perceptron. Donc, on note H de XT où on met W en indice pour indiquer les paramètres, donc les degrés de liberté qui permettent d'ajuster notre modèle. Donc, W pour un perceptron, ça serait le vecteur de poids, puis ça pourrait contenir aussi le biais associé à une prédiction. Donc, cette fonction qui est une distance, qui vérifie à quel point notre prédiction H est proche de la cible YT, on va appeler ça une fonction de perte. Dans le cas du perceptron, la fonction de perte qu'on va utiliser, c'est la fonction ici. Ça va être moins 1 fois YT moins H de X, T, fois le produit scalaire entre W et XT. Donc, je rappelle que le produit scalaire ici, c'est la somme sur tous les éléments I de WI fois XTI, donc le ième élément du vecteur XT. Donc, si on regarde dans le détail cette fonction de perte, si la prédiction est bonne, c'est-à-dire si YT correspond à la prédiction H de XT, le coût est 0. Parce qu'effectivement, dans ce cas-ci, YT serait égal à H de XT, donc ce terme-là ici serait 0. Donc, peu importe la valeur de ce terme-là ici, la prédiction, la perte serait de 0. Par contre, si la prédiction est mauvaise, c'est-à-dire si YT n'est pas égal à H de XT, la perte va correspondre en fait à la distance entre, ou la différence en fait, en valeur absolue, entre ce qui rentre dans la fonction de seuil du perceptron, c'est-à-dire W fois XT, et le seuil à franchir pour que la prédiction soit bonne. Donc, par exemple, si on avait que YT est égal à 1, mais que H de XT, avec W en indice, était égal à 0. Donc, ça ici, ça implique que W fois le produit scalaire entre W et XT doit être plus petit que 0. Donc, on se rappelle que le perceptron, il calcule ça ici. Puis ensuite de ça, il compare ça avec 0 comme seuil. Si c'est plus petit que 0, il va prédire 0, sinon il prédit 1. Donc, dans ce cas-ci, en fait, le problème, c'est qu'on voudrait que W fois XT soit plus grand que 0. Alors, ce qu'on va payer comme la perte associée, ça va être en fait W fois X, la distance entre ce que j'ai prédit et 0. Donc, dans ce cas-ci, ce terme-là serait négatif, mais nous, on s'intéresse à la distance entre ça et 0. Donc, on voudrait en fait que la perte soit de moins W fois XT. Donc, dans le cas où la prédiction était 1, puis que nous, on aurait sorti 0. La distance entre ce que j'ai mis en entrée de ma fonction de seuil et le seuil que j'aurais voulu dépasser, c'est moins fois W fois XT. Et le moins, en fait, on va l'avoir ici. Effectivement, si YT est égal à 1 et ça, c'est égal à 0, on va avoir 1 moins 0 qui est 1. Mais on va avoir le moins ici. Donc, on va voir effectivement que la perte va être moins W fois XT. Donc, qui va être un terme positif. Alors, on va avoir une perte qui va être positive et qui va être la distance entre ce que j'ai donné en entrée de ma fonction de seuil et le seuil que j'aurais voulu franchir pour avoir une prédiction qui est bonne.
Okay? Donc ça, c'est la fonction de perte pour le perceptron. Et plus tard, on va voir que si on utilise cette fonction de perte-là, le principe de minimisation d'une perte nous permet de dériver l'algorithme du perceptron. Puis on va voir dans d'autres capsules que pour d'autres définitions de perte, on va dériver d'autres algorithmes d'apprentissage qui vont avoir des propriétés parfois plus intéressantes. Alors l'idée derrière le paradigme de la minimisation de la perte, c'est qu'en fait, faire de l'apprentissage, c'est minimiser la moyenne de la perte entre chacune des cibles YT et ma prédiction que je fais pour l'entrée XT associée. Donc, on va formuler le problème comme un problème de minimisation où je veux minimiser la moyenne de la perte sur mon ensemble d'entraînement. Et pour ça, mes degrés de liberté, ce que je peux ajuster pour minimiser la perte, c'est les paramètres de mon modèle. Je vais essayer d'améliorer le comportement de mon modèle en modifiant ces paramètres pour obtenir la perte sur mon ensemble d'entraînement qui est la plus petite possible. Donc, on pourrait commencer avec une valeur de W donnée qu'on initialise peut-être aléatoirement. Alors, on a un exemple jouet ici, là, où imaginons qu'en fait, W, c'est un seul paramètre. Alors, on a un seul scalaire qu'on peut changer. Puis, ça, c'est sur l'axe des X. Puis, l'axe des Y, ici, ça serait la valeur de la moyenne de la perte sur mon ensemble d'entraînement. Et là, ce que je voudrais faire, c'est à partir de cette valeur initiale ici, je voudrais faire des ajustements W pour obtenir une meilleure valeur de la perte. Donc, ce que je pourrais vouloir faire ici, c'est dire, à ce point-ci, est-ce que je devrais déplacer ma valeur de W plus à gauche ou à droite pour diminuer ma perte moyenne sur mon ensemble d'entraînement? Okay. Et donc, ça, on peut formuler ça comme un problème de recherche locale. C'est un problème de recherche qui, en fait, est spécial dans le sens où, ici, W prend des valeurs continues. Donc, c'est un peu difficile de faire, comme avec du hill climbing, par exemple, de définir un voisinage. Dans ce cas-ci, c'est pas clair c'est quoi le voisin de 1. Si la valeur de W était 1.101, c'est quoi son voisin? Est-ce que c'est 1.1011 ou 1.10101 et ainsi de suite? Et donc, on va utiliser un algorithme un peu différent, adapté pour des paramètres, donc des valeurs W qui peuvent prendre des valeurs réelles, pour essayer d'optimiser ça. Mais ça va être similaire à de la recherche locale, c'est-à-dire qu'on va prendre une valeur de W, puis on va faire des petits sauts pour essayer d'améliorer notre perte moyenne sur notre ensemble d'entraînement. Donc, voici la description à un plus haut niveau, plus intuitive de comment est-ce qu'on va résoudre ce problème-là. Donc, ce qu'on pourrait faire, premièrement, c'est commencer par initialiser la valeur de W à un certain point. À ça va être associée une valeur de la perte moyenne, qui est ici. Et si j'ai que ma perte moyenne, c'est une fonction qui est continue, puis pour laquelle je peux calculer des dérivés, donc des gradients, ce que je pourrais faire, c'est regarder, en ce point-ci, quel est le gradient. Donc, entre autres, à partir du gradient, je pourrais avoir l'information de, en ce point-ci, si j'augmente W, est-ce que ma perte va augmenter ou pas? Donc, dans ce cas-ci, on a que donc le gradient à ce point-ci me dirait que, ou la dérivée partielle, en fait, puisqu'on aurait juste un élément. Voilà, on a un seul scalaire qu'on peut ajuster. Donc, la dérivée partielle du coût moyen par rapport à W serait positif, parce que si j'augmente W, on voit que, effectivement, la perte moyenne augmente. Donc, ce que je pourrais faire, c'est aller dans la direction opposée à la dérivée partielle. Pour essayer, puisque la direction opposée va me dire finalement que si je vais dans la direction opposée du gradient, je m'attends à ce que la fonction de perte moyenne diminue. Donc là, ça me dirait, parce que la fonction de perte augmente dans cette direction-ci, que je devrais aller dans la direction inverse, à savoir à gauche. Et là, je pourrais faire un pas dans cette direction-là pour obtenir un nouveau point. À mon nouveau point, je ferai encore une fois l'évaluation de la perte moyenne sur mon ensemble d'entraînement. Et là, je regarderai quelle est la dérivée partielle pour cette valeur de W-là. Encore une fois, on voit que si j'augmente W, la fonction de perte moyenne va augmenter. Donc, je vais aller dans le sens inverse puis faire un pas dans cette direction-là. Donc, ça m'amène à ce point-ci. J'évalue la valeur de la perte moyenne sur mon ensemble d'entraînement. Et là, dans ce cas-ci, je remarque que si j'augmente la valeur de W, en fait, la perte va diminuer. Donc, ça veut dire que la dérivée partielle, elle, aurait un signe négatif. Donc, je me dirais que
Si je veux augmenter la perte moyenne, c'est dans cette direction-ci que je vais aller. Donc, à l'inverse, si je veux diminuer la perte moyenne, je devrais aller à droite. Et là, je pourrais faire un pas dans cette direction-ci et continuer comme ça jusqu'à ce que j'arrive à un optima, un minimum. En fait, dans ce cas-ci, cette procédure-là va arriver à un minimum local. On observe qu'il y aurait un meilleur minimum ici. Si on avait initialisé ici, on serait éventuellement arrivé à ce point-ci. Donc, un peu comme le hill climbing qu'on a vu précédemment, cette procédure-là, qu'on appelle la descente de gradient, parce qu'à chaque fois, on calcule le gradient, donc avec un scalaire, c'est l'équivalent de la dérivée partielle, de la dérivée. Donc, on va descendre dans la direction opposée du gradient pour pour modifier la valeur de notre paramètre. Donc, pour ça, à cause de ça, on appelle ça de la descente de gradient. Et comme le hill climbing, la descente de gradient, on peut seulement nous garantir d'arriver à un point qui va être un minimum local. Donc, on a fait un exemple en une seule dimension où on avait un seul paramètre ajusté. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on a deux paramètres ajustés? Donc, imaginons qu'on ait une fonction qui serait notre perte moyenne, puis qui dépend de deux valeurs possibles, que j'ai notées x et y. J'aurais pu les noter W1 puis W2 si j'avais voulu faire référence aux paramètres d'un perceptron, par exemple, les deux poids d'un perceptron. Donc, dans ce cas-ci, en fait, le gradient, plutôt que la dérivée, va correspondre au vecteur qui pointe dans la direction où le taux d'accroissement de la fonction est le plus élevé. Okay? Donc, si je commençais mon optimisation ici à cette valeur-ci de mes paramètres x et y, bien dans ce cas-ci, le gradient pointerait dans la direction qui augmente la fonction le plus possible. Et dans le cas de l'optimisation de la perte moyenne sur mon ensemble d'entraînement, ça me donnerait la direction qui correspondrait au changement de mes paramètres, qui augmenterait le plus ma perte moyenne sur mon ensemble d'entraînement. Et donc, pour le cas à plusieurs dimensions, ça va être la même idée. Je vais aller dans la direction opposée au gradient et je vais faire un pas dans cette direction-ci. Okay? Donc, je vais prendre mon point ici, puis je vais le déplacer dans la direction opposée du gradient selon une certaine distance, avec un certain pas. Ça va me donner ma nouvelle valeur. À ma nouvelle valeur, je vais évaluer le gradient qui va possiblement changer, puis qui va mener une autre direction. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à éventuellement un optima local. Donc, dans ce cas-ci, on aurait pu arriver là, à ce point-ci. Okay. Donc, dans cet exemple-ci, qui est à deux dimensions, on peut voir le gradient comme imaginons que en fait, la fonction correspond à une espèce de vallée avec des collines ou des vallées comme ça ou des collines. Et le gradient, en fait, me dirait si j'étais debout sur ce terrain-là, dans quelle direction est-ce que, si je fais un pas, je vais augmenter mon altitude le plus rapidement possible, le plus possible avec un seul pas. Et mathématiquement, en fait, c'est un pas qui est infiniment petit. Mais donc, l'idée de la descente de gradient, c'est essentiellement de prendre cette direction-là, de dire, bien, je vais aller dans le sens opposé, puis c'est comme ça que je vais descendre le plus bas possible dans le terrain où je me trouve pour éventuellement arriver dans une petite vallée. OK. Donc, avec cette technique de descente de gradient, je voudrais optimiser la perte moyenne. Donc, je veux optimiser la perte pour toutes les paires YT, XT. Alors, si je veux calculer le gradient de la perte moyenne, ça va être le vecteur de toutes les dérivées partielles de cette moyenne-là, puisque la dérivée, donc si je faisais la dérivée partielle ici par rapport à un paramètre WI, la dérivée partielle d'une constante fois une fonction, c'est la constante fois la dérivée partielle de la fonction. Donc, je peux insérer la dérivée partielle ici. Puis encore une fois, la dérivée partielle d'une somme, c'est la somme des dérivées partielles. Alors, je peux introduire la dérivée partielle ici. Donc, j'ai que la dérivée partielle de toute cette expression ici, qui est la moyenne des pertes, c'est en fait la moyenne des dérivées partielles pour chacun de mes exemples YT, XT.
Donc, si je voulais faire la descente de gradient comme je l'ai décrit précédemment, je devrais calculer la moyenne des dérivées, mais pour tous les exemples dans mon ensemble d'entraînement, avant de pouvoir faire une mise à jour de mes paramètres, c'est-à-dire aller dans la direction opposée du gradient. Okay? Et ça, si j'ai un gros exemple, un gros ensemble d'entraînement, ça va nécessiter beaucoup de calculs avant de pouvoir adapter mes paramètres. Et donc, pour ça, on va utiliser une variante de la descente de gradient, qui est la descente de gradient stochastique. L'idée de la descente de gradient stochastique, c'est de mettre à jour les paramètres à partir du gradient, mais pour un seul exemple qu'on va choisir aléatoirement parmi notre ensemble d'entraînement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser nos paramètres aléatoirement, puis pour un certain nombre d'itérations, ou jusqu'à ce qu'on atteigne un certain critère d'arrêt, on va tirer un exemple d'entraînement de notre ensemble d'entraînement, un seul exemple, xt, yt, et on va calculer c'est quoi la dérivée partielle pour chacun de mes paramètres de la fonction perte. Donc, on va calculer finalement le gradient par rapport à W. Et on va mettre à jour chacun de nos paramètres WI en y soustrayant un taux d'apprentissage alpha, qui va être la taille du pas que je vais faire, fois la dérivée partielle de la perte par rapport aux paramètres que je mets à jour. Okay? Donc ici, ce qui a changé, c'est que pour mettre à jour mes WI, je ne vais pas calculer la moyenne des pertes, donc la moyenne des dérivées partielles des pertes. Donc, je ne vais pas calculer la dérivée partielle de la perte moyenne. Je vais en fait tirer un seul exemple, puis juste à partir de cet exemple-là, je vais calculer ces dérivées partielles par rapport à tous les paramètres et les mettre à jour immédiatement. Okay? Donc ça, c'est une procédure qui est beaucoup plus efficace quand on a un ensemble d'entraînement qui est grand. Effectivement, si j'ai cardinalité de D, nombre d'exemples d'entraînement, donc où D, c'est mon ensemble qui contient toutes mes paires xt, yt, ben, je vais faire autant de mises à jour des paramètres que d'exemples d'entraînement après avoir parcouru tout mon ensemble d'entraînement. Tandis qu'avec la procédure de descente de gradient normale, je ferai une seule mise à jour après avoir parcouru tous les exemples d'entraînement. Okay? Et donc, je dis ici que normalement, on devrait tirer aléatoirement nos exemples d'entraînement qu'on choisit pour faire nos mises à jour à chaque mise à jour. Mais en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on commence avec le premier exemple x1, y1, on fait une mise à jour. Ensuite de ça, on prend le deuxième exemple x2, y2, et on fait une mise à jour. Et donc, souvent, en fait, en pratique, on va cycler dans l'ordre à travers nos exemples d'entraînement. Et c'est comme ça qu'on va faire notre descente de gradient stochastique. Alors, on va retourner vers le perceptron. Donc, pour le perceptron, la perte qu'on a définie, c'est moins fois yt moins h de xt fois le produit scalaire entre mon vecteur de paramètres w et xt. Et là, si je fais la dérivée partielle par rapport à un paramètre wi, un de mes poids là, de mon perceptron, donc si je le calcule ici par rapport à ma perte pour mon perceptron, j'obtiens, donc ici, on va traiter ça comme une constante, donc on fait la dérivée partielle par rapport au produit scalaire de w fois xt. Le produit scalaire de w fois xt, c'est la somme sur i de wi fois xti. Donc, si je fais la dérivée partielle de w par rapport à... En fait, je devrais utiliser un autre indice. Donc, somme sur j de wj xtj. Et là, si je fais la dérivée partielle de cette somme-là par rapport à un wi précis, par exemple le premier, bien, tous les autres termes wj fois xtj qui ne dépendent pas du premier de wi, donc si i est égal à 1 du premier paramètre w1 dans mon vecteur w, tous ces autres termes-là sont constants par rapport à mon paramètre. Okay? Donc, en fait, je m'intéresse seulement au terme où j est égal à i. Et la dérivée partielle par rapport à ce terme-là, donc on a le paramètre fois une constante qui est xtj. Mais la dérivée de ça, c'est simplement xtj. Et si je fais la dérivée par rapport à un élément i donné, bien, ça va être la dérivée partielle, ça va être xti précisément.
fois ce terme-là que j'ai traité comme une constante. La raison pour laquelle j'ai une approximation ici, c'est qu'en fait, normalement, je devrais faire une dérivée par rapport également à ce terme-là ici qui dépend de W. Mais là, ici, je vais faire une approximation, puis je vais supposer que c'est en fait constant. Et je vais parler un peu plus de ça dans quelques instants. Mais donc, on voit que la dérivée partielle par rapport à un paramètre WI, ça correspond à ce terme-là ici pour ma perte du perceptron. Et là, mon algorithme de descente de gradient stochastique me dit de prendre les WI, puis de les mettre à jour en soustrayant un taux d'apprentissage ou un pas de descente de gradient alpha fois la dérivée partielle par rapport à mon paramètre. On voit que ma dérivée partielle, c'est ça ici, moins YT moins H, H de XT fois XTI. Et donc, j'ai un moins ici qui va se canceller avec ce moins-là ici. Donc, G plus alpha fois YT moins H de XT fois XTI. Et si vous vérifiez, c'est exactement la règle de mise à jour ou la règle d'apprentissage pour l'algorithme du perceptron. Okay? Donc, on a bel et bien retrouvé la procédure d'apprentissage pour le perceptron en traitant comme un problème de minimisation de perte. Donc, l'avantage ici, c'est que si je prends n'importe quel modèle et que je suis capable de le formuler sous la forme d'une minimisation d'une perte, donc je définis une fonction loss, une fonction de perte, je définis une valeur une forme paramétrique pour ma prédiction HW de X, mais je suis capable d'entraîner ce modèle-là en le traitant comme un problème d'optimisation, donc de minimisation de perte. C'est vrai si je peux calculer les dérivées partielles, je peux calculer les gradients. Donc, il pourrait y avoir des fonctions de perte pour lesquelles on ne peut pas calculer des gradients. Et dans ce cas-ci, ben, on peut toujours faire certaines approximations. Et dans le cas du perceptron, c'est ce qu'on a fait. On a en fait un peu triché. Donc, j'ai dit que la dérivée par rapport à HW de X, en fait, elle n'est pas définie lorsque W fois X, le produit scalaire entre W et X, est égal à 0. Donc, j'ai la fonction seuil qui est utilisée là, dans mon calcul de ma prédiction. Effectivement, à 0, j'ai une discontinuité où ça change drastiquement de 0 jusqu'à 1. Donc, en ce point-ci, en fait, il n'y a pas on n'a pas de dérivée qui est définie. Donc, on a fait une approximation, puis on a supposé qu'en fait, la dérivée ici était 0. Puis elle est 0 aussi ailleurs, elle est 0 ici, puis elle est 0 ici, la dérivée. Donc, effectivement, il n'y a aucune variation ici. Donc, on a dû faire une certaine approximation. Mais on va voir d'autres algorithmes dans les prochaines vidéos où on n'aura pas à faire ces approximations-là et on va pouvoir appliquer l'algorithme de descente de gradient de façon normale. Donc, un des désavantages, en fait, de justement cette fonction threshold-là, qu'on a dans l'algorithme de perceptron, c'est qu'on a à faire cette approximation-là. Et ça implique entre autres que lorsqu'on va entraîner un perceptron, on va voir que la courbe d'entraînement, donc la courbe qui va montrer quelle est la perte moyenne ou quelle est l'erreur, ou une autre chose qu'on pourrait regarder, c'est l'erreur de classification sur notre ensemble d'entraînement, va en fait osciller de façon un peu instable. Donc on va voir que si on regardait l'erreur, en fait, on a regardé précédemment une courbe d'apprentissage qui, plutôt que regarder l'erreur, regardait le taux de succès, le taux de bonne classification. On voyait souvent que la courbe faisait ça comme ça et variait de façon assez instable. Et ça peut être un peu agaçant pour déterminer quand est-ce qu'on devrait arrêter l'apprentissage. Et dans la prochaine capsule, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on peut définir une autre valeur de la fonction de perte, puis un autre algorithme d'apprentissage via le paradigme de la minimisation de perte pour régler ce problème-là, puis avoir un algorithme dont l'entraînement va être plus stable.